Bonjour à tous et bienvenue dans les studios du journal L'Indépendant pour ce nouveau numéro de notre émission Mon territoire j'y crois. Mon territoire j'y crois, c'est l'émission du journal L'Indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Aujourd'hui, parlons d'un sujet qui est au cœur des préoccupations, parlons ensemble de développement durable. Pour ça, en compagnie de nos 4 experts, on va traiter de la rénovation énergétique, du bilan carbone, on va passer aussi par la préservation de l'eau et l'épargne durable. Et pour commencer, on va parler tout d'abord de rénovation énergétique et photovoltaïque avec notre premier invité, Maxime Rull, qui est conseiller centre d'expertise financement immobilier pour le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Alors Maxime, on va rentrer ensemble dans les détails, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour réduire notre facture d'énergie ? Oui, bonjour Johan. La première chose à retenir, c'est qu'avant d'envisager des travaux, nous pouvons déjà agir sur l'existant. Et ça, que l'on soit locataire ou propriétaire. La sobriété énergétique commence par les usages du quotidien, donc des gestes très simples, mais qui ont vraiment un impact sur votre facture d'énergie. Du coup, quelle est la première étape si on souhaite commencer à agir efficacement pour ça ? Alors, le premier poste de dépense, c'est sans surprise le chauffage, qui représente pas moins de 60% de la consommation d'un logement. Un exemple d'action concrète à réaliser quand vous rentrez chez vous, par exemple, baisser la température d'un seul degré permettra jusqu'à 7% d'économie sur votre facture. Alors, on la baisse d'un degré, mais sinon, à la base, à combien vous nous conseillez de chauffer le logement ? Alors, les recommandations, elles sont claires. C'est 19 degrés dans les pièces de vie et 17 degrés dans les chambres. Alors, le chauffage, c'est le plus important, mais vous me disiez aussi qu'il faut prendre soin de ces équipements. Oui, tout à fait. Un autre levier essentiel, c'est l'entretien des équipements. Donc une chaudière révisée, des radiateurs purgés et surtout une régulation performante vont avoir un vrai impact sur vos factures. Installer un thermostat programmable ou connecté également peut permettre jusqu'à 15% d'économies supplémentaires. Et des solutions entièrement gratuites en fait existent pour optimiser ces usages, mais sans perte de confort. D'accord. Une dernière chose peut-être justement à nous conseiller, à nous dire ? Oui, enfin, il ne faut pas oublier les consommations dites invisibles. Vous savez, c'est tous ces appareils en veille dans une maison, téléviseur, box internet, chargeur, et elles peuvent représenter ces consommations pas moins de 10% d'une consommation d'un logement. Surtout les chargeurs. Effectivement, on laisse tous brancher les chargeurs. chargeurs. C'est ça. Alors tout ça, ce sont des gestes du quotidien, et si on souhaite aller encore plus loin que ces tout petits gestes quotidiens. Alors là, la seconde étape, c'est vraiment de traiter la performance thermique du bâtiment. Ouais. Et on sait qu'une bonne isolation thermique permettra de réduire durablement les déperditions de chaleur et donc de moins solliciter le chauffage. Donc sur le long terme, ça amène à faire encore plus d'économies. Alors Maxime, imaginons que je souhaite m'en occuper sans être un expert, parce que je ne suis pas de toute façon. Tout cela, ça se fait pas de n'importe quelle manière non plus du coup. Oui, tout à fait. L'ordre des priorités est important. On commence toujours en priorité par la toiture et les combles qui sont responsables d'environ 30% des déperditions de chaleur. Viennent ensuite les murs et enfin les portes et les fenêtres qui ne représentent en réalité que 10% des pertes, et même si elles sont souvent remplacées en premier. D'accord. Alors c'est bon à savoir, mais si moi par exemple je souhaite me lancer dans ce type de projet, déjà ça peut vite devenir complexe, on le sait. Comment on s'y retrouve, comment on avance sereinement sans se faire des tracas, sans se faire du souci comme ça ? Et oui, vous avez raison, Johan. La clé avant de se lancer, c'est d'être bien informé et bien accompagné. Pour cela, d'ailleurs, vous pouvez, par exemple, vous rendre sur le site Géco-Rénove Mon Logement, qui est une plateforme de référence pour structurer en fait son projet. Vous y trouverez un accompagnement de A à Z pour votre projet énergétique, projet de rénovation énergétique. Ouais. Et tous les points importants sont abordés, le tout dans un parcours fluide. Alors parcours fluide, c'est-à-dire ? Alors, on va pouvoir aborder l'évaluation du coût des travaux. Vous allez avoir également un plan de financement qui peut inclure un éco prêt à taux zéro. Vous avez également les aides disponibles MaPrimeRénov', entre autres, mais également les dispositifs nationaux et locaux dont vous pourrez prétendre, et enfin les économies attendues post-travaux. Donc là, c'est la sérénité garantie. Après simulation, vous serez orienté vers HelloWatt, qui est un expert dans la rénovation énergétique et qui offre un accompagnement sur mesure avec un expert qui est à l'écoute pour réaliser vos travaux. D'accord. Après les usages et du coup la rénovation, est-ce qu'il existe encore des solutions, on va dire, plus durables pour aller encore plus loin ?
Oui, effectivement, il reste encore une solution simple qui nous est chère dans le département et qui brille au-dessus de nos têtes. Donc, vous l'avez, je pense. C'est le soleil. C'est ça, tout à fait. Et c'est l'une des rares énergies qui est à la fois gratuite, locale et abondante. Donc, grâce au photovoltaïque, cette ressource naturelle, elle permet de réduire sa dépendance au réseau déjà et de sécuriser une partie de ses coûts énergétiques sur le long terme, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Et dans cette dynamique, nous proposons des solutions, donc des offres clés en main qui combinent l'installation, le pilotage et également la gestion intelligente de l'autoconsommation solaire. Cette solution permet de consommer l'électricité de manière optimale et donc de revoir à la baisse durablement sa facture. Selon vous, Maxime, quels sont les points essentiels à retenir justement dans cette fameuse stratégie ? Alors, une stratégie efficace repose sur 3 principes simples. Premièrement, optimiser ses usages. Ensuite, isoler avant de chauffer. Et enfin, produire une partie de son énergie. Avec cette approche globale et progressive, cela vous permettra d'obtenir donc des gains durables, tant sur le plan économique qu'environnemental. Donc, en résumé, tout le monde est gagnant, votre portefeuille et la planète. Écoutez, merci beaucoup, Maxime Rude, d'être passé dans l'émission. Deuxième partie de notre émission, je suis avec Laetitia Martin, animatrice épargne au Crédit Agricole Sud Méditerranée. Laetitia, vous êtes animatrice Alliance Épargne et vous constatez qu'il y a une réelle appétence pour ce qu'on appelle l'épargne durable. C'est un sujet qui est très flou, donc ma première question, l'épargne durable, c'est quoi ? L'épargne durable, c'est très simple, c'est donner du sens à son argent. Concrètement, quand vous placez votre argent sur un livret, une assurance vie ou un plan d'épargne action, les banques peuvent financer des projets, même ceux que vous ne soutenez pas. Peut-être comme les énergies polluantes. L'épargne durable, c'est dire je veux que mon argent serve à financer la transition écologique, les énergies renouvelables et les entreprises qui portent une attention particulière au bien-être de leurs salariés. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu comme si on votait avec son portefeuille ? C'est exactement ça, un vote au quotidien, mais avec votre épargne. C'est orienter les flux d'argent vers ce qui construit le monde de demain. On a souvent l'impression qu'on est impuissant à titre individuel. Et bien là, c'est une réelle occasion. Les gens, ils se disent souvent que c'est une bonne idée, mais du coup, ils vont certainement gagner un peu moins d'argent. C'est juste en fait un placement qui fait plaisir à la conscience ? Alors, c'est le grand préjugé à casser. Les études montrent que sur les 10 dernières années, ces placements performent, voire mieux que certains fonds classiques. Une entreprise qui gère bien ses risques environnementaux, qui a de bonnes relations avec ses clients, qui est solide, qui est transparente, c'est une entreprise qui aura moins de scandales et moins d'amendes. Alors on est d'accord, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque du coup ? Alors, absolument pas. Durable ne signifie pas garantie. Si vous investissez sur des fonds via la bourse, la valeur peut monter et baisser comme n'importe quel autre fonds. Le principe, c'est de ne pas rajouter un risque financier, mais c'est juste de placer sur des fonds qui soient verts. D'accord. Alors moi, imaginons, je suis monsieur tout le monde, je gagne 2 000 € par mois. Par où je commence si je veux faire un placement durable, justement sans me prendre trop la tête, sans être inquiet ? La porte d'entrée, c'est le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. C'est un placement simple, sécurisé. Votre argent est disponible et garanti et il va permettre de financer des petites et moyennes entreprises, des projets écologiques et sociaux. Près d'un tiers des Français en possèdent déjà un. D'accord. Et si je veux aller plus loin, par exemple, avec mon assurance vie ou mon PEA, déjà, rappelez ce que c'est que le PEA, justement. Un plan d'épargne action. Alors effectivement, il faut apporter une attention particulière. Lorsque votre conseiller vous propose des placements sur des supports en unité de compte, c'est des parties de fonds, posez-lui la question, est-ce que vous avez des options labellisées ? Cherchez des labels officiels. L'investissement socialement responsable, le Greenfin. Aujourd'hui, la moitié des nouveaux fonds sont déjà investis sur des fonds durables. Alors le label, du coup, Laetitia, c'est important, mais moi j'ai entendu parler de greenwashing. Qu'est-ce que c'est le greenwashing ? Le label, c'est un garde-fou contre le greenwashing. Le greenwashing, c'est vous faire une proposition de placement vert sans réelle substance derrière. Un label comme l'investissement socialement responsable répond à un cahier des charges
et il est contrôlé par une entreprise indépendante. On peut comparer ça au label bio pour l'alimentation. Ouais. Vous faites confiance, vous n'allez pas chercher, vérifier les entreprises. Ouais. En chiffres, les Français qui font le pas, justement, ils sont nombreux? Alors oui, c'est très encourageant. Comme je vous le disais, 30% des Français possèdent déjà un livret de développement durable et solidaire. Ouais. Et le mouvement s'accélère en assurance vie et sur un plan épargne action. 1 euro investi sur 2 se fait déjà sur de l'investissement responsable. C'est plus une niche. D'accord. C'est ancré dans les pratiques. Du coup, Laetitia, est-ce que vous avez un conseil tout simple pour ceux qui hésiteraient encore? Parce que j'imagine qu'ils sont encore nombreux dans ceux qui nous écoutent, justement. Alors oui, effectivement, j'ai un conseil en 3 points. Ouvrez un livret de développement durable et solidaire si vous n'en avez pas. Diversifiez vos produits d'épargne. L'épargne durable est faite pour les épargnants soucieux d'une épargne utile. Ces solutions doivent s'inscrire dans une notion de diversification et non pas de substitution. Le dernier point, faites le choix d'une finance à plus long terme qui correspond aux défis de notre siècle. Votre argent travaille pour votre avenir et celui de la planète. Très bien. Écoutez, Laetitia, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Avec plaisir. Troisième partie de cette émission en compagnie de Yann Lehain, responsable filière paiement pour le Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Parlons de l'enjeu vital que représente l'eau. Imaginez que demain, en ouvrant le robinet, il n'y a rien qui coule. Une réalité qui pourrait bien devenir courante pour notre territoire, on le sait effectivement. Alors Yann, pourquoi cette ressource qu'on pensait justement inépuisable, elle est en danger et surtout pourquoi les banques elles peuvent jouer un rôle sur ce sujet-là? L'eau est une ressource rare, l'eau douce. On parle d'or bleu. Il y a moins de 3% de l'eau sur Terre qui est une ressource douce et une infime partie qui nous est accessible au travers des nappes, des rivières, des lacs. Alors cet or, comme vous dites, malheureusement, il va devenir de plus en plus rare, visiblement. Oui. En 2050, l'ensemble des départements seront concernés par des épisodes de sécheresse du fait du réchauffement climatique. C'est encore plus vrai pour notre territoire qui fait figure de pilote national. Le département des Pyrénées-Orientales est le premier en France à avoir subi une sécheresse aussi intense et prolongée depuis le printemps 2022 jusqu'à fin 2025, 3 ans et demi, avec une réduction dramatique du niveau des nappes phréatiques et des restrictions qui ont touché tous les acteurs du territoire, tous les secteurs, et des conséquences sur l'économie et l'agriculture. Ouais, c'est des conséquences désastreuses, on en a beaucoup parlé effectivement dans l'Indépendant, et là c'est aussi le cas chez nos voisins. Alors oui, dans l'Ariège, où la ressource est un peu plus abondante, c'est un département qui est beaucoup plus vert, elle est quand même très dépendante des précipitations, de la neige, des glaciers, avec une difficulté de gérer et de partager cette ressource tout au long de l'année. Alors on est bien d'accord sur ce constat, Yann, il n'y a aucun problème, mais j'ai juste envie de vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vient faire la banque là-dedans ? Alors en tant que banquier, nous sommes convaincus que notre responsabilité, c'est d'accompagner tous les acteurs pour prendre en main leur destin, inverser la tendance et trouver collectivement des solutions durables à ce problème récurrent. Alors Yann, on est fin février 2026 au moment où on enregistre cette émission. Vous l'avez vu, comme nous tous, on n'a pas été épargnés ces dernières semaines par de fortes précipitations avec plusieurs alertes sur nos régions, l'Aude, les Pyrénées-Orientales. Certains disent que justement ces récentes précipitations-là, elles ont rechargé les nappes phréatiques. Vous en pensez quoi ? Alors oui, les récentes précipitations font beaucoup de bien, mais la situation reste tendue. Dans le département des Pyrénées-Orientales, il n'aurait échappé à personne que c'est un allègement des restrictions auxquelles nous faisons face. Le déficit des nappes phréatiques reste trop important, ce qui a limité la portée des assouplissements et des renforcements de ces restrictions sont malheureusement à prévoir dans les prochains mois à venir. En tout état de cause, il n'aura échappé à personne que sur ces dernières années, nos agriculteurs, nos professionnels font face à des vraies problématiques. Ouais, effectivement, on voit que tout le monde s'organise, mais si on lit entre les lignes, on peut comprendre aussi du coup que c'est pas fini.
Alors, absolument. Si les dernières précipitations ont donné beaucoup d'optimisme, il serait très hasardeux de considérer que nous sommes sortis d'affaire, parce que ça, c'est le temps court. Sur le temps long, tous les modèles nous prédisent une augmentation, un accroissement, une intensification des périodes de sécheresse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, chacun, tout un chacun, à notre échelle, justement, pour préserver ce que vous avez justement appelé l'or bleu? Alors, il faut anticiper pour s'adapter. Il faut reconsidérer nos pratiques et nos usages de l'eau pour une gestion plus durable et un meilleur partage de cette ressource très précieuse. Du coup, comment on s'y prend, Yann? Alors, il y a 4 dimensions principales. La première, c'est de réduire notre consommation et de gérer plus durablement la ressource. Alors, ça passe par une adaptation de nos usages vers plus de modération, vers plus de sobriété, et également limiter les prélèvements que nous opérons pour éviter l'assèchement des réserves. La deuxième dimension, c'est de lutter contre le gaspillage. Évidemment. Il faut réparer les fuites, et puis il faut adapter, repenser nos méthodes d'irrigation. La troisième dimension, c'est le stockage et la réutilisation. Il faut collecter l'eau quand elle tombe, quand elle est disponible. Il faut retraiter les eaux usées, on parle d'eau grise, pour éviter de les renvoyer dans le milieu naturel, parce que ça, c'est de l'eau perdue. Oui. Et la quatrième dimension, c'est d'innover et d'investir dans les solutions de traitement de l'eau. D'accord. Du coup, quel est le rôle du Crédit Agricole dans ce domaine? Alors, les banques ont un rôle essentiel à jouer face à ces problématiques de l'eau, en encourageant, en soutenant toutes les initiatives, en participant à leur financement. Bien sûr, et en investissant dans toutes les entreprises innovantes. Vous avez des exemples d'entreprises justement ou de financement à ce sujet? Alors il y a beaucoup d'exemples, sans être exhaustif, pour participer à la gestion et l'optimisation de la gestion de l'eau. Il y a des systèmes financés, des systèmes de collecte, d'installation et de récupération des eaux pluviales, des systèmes d'irrigation, des systèmes de mise en place de dispositifs de réduction, optimisation, de retraitement des eaux usées. C'est assez vaste, il n'y a pas de limite. Très bien. En quoi le financement de ces initiatives, il est nécessaire pour le territoire et ses habitants du coup? L'eau, c'est la vie, c'est un enjeu de territoire et un critère de son attractivité. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut agir, particuliers, professionnels, entreprises, agriculteurs, collectivités publiques. Alors en investissant, en adaptant nos pratiques, en innovant, en encourageant et en développant toutes les initiatives locales sur l'eau. La bonne nouvelle, du coup, si on doit synthétiser, c'est que tout le monde peut agir, en fait. Ah oui, tous les acteurs peuvent et doivent s'engager pour trouver des solutions plus durables, pour partager cette ressource qui est un bien commun. Très bien, Yann, merci beaucoup. Terminons cette 3e émission de la saison avec un dernier thème. Parlons bilan carbone avec Laura Carrère, chargée d'affaires entreprises au Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Le bilan carbone, c'est un sujet qui est au cœur de la stratégie de croissance. La réduction de l'empreinte carbone, ça s'intègre pleinement dans une politique globale de la responsabilité sociétale des entreprises. Pour commencer, Laura, peut-être il faudrait définir ce que c'est que cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises et également rappeler la responsabilité sociale et environnementale des entreprises NPN. Effectivement, la responsabilité sociale des entreprises, c'est le fait d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de la stratégie et du fonctionnement de l'entreprise. Au-delà des obligations réglementaires, évidemment, il s'agit d'assumer l'impact de ces décisions et de rechercher un équilibre durable entre performance économique, responsabilité sociale et respect de l'environnement. Pratiquer le RSE, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Alors, pratiquer la RSE, c'est passer de l'intention à l'action. Donc, c'est faire le choix d'un développement économique viable, évidemment, tout en ayant un impact positif sur la société et sur l'environnement, en mobilisant l'ensemble de son écosystème, donc les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les partenaires de manière générale. Qu'est-ce que ça implique pour l'entreprise de se lancer en fait dans cette fameuse démarche RSE ? Alors, ça implique d'abord et bien en amont une réflexion stratégique, donc identifier ses impacts, fixer des objectifs clairs et intégrer ces enjeux dans les décisions quotidiennes. Donc, dans certains cas, ça peut aussi amener les entreprises à faire évoluer certains aspects du modèle économique lui-même pour s'aligner avec les grandes transitions, et notamment climatiques et environnementales. Alors, en préambule, on parlait du bilan carbone, justement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce bilan
bilan carbone? Le bilan carbone, c'est évidemment un outil clé dans cette démarche. Une entreprise qui réduit son empreinte carbone, elle ne fait pas uniquement un geste environnemental, en fait. Elle optimise ses coûts énergétiques, elle anticipe aussi les évolutions réglementaires et puis elle renforce quand même sa résilience. Donc, c'est un véritable levier de compétitivité, quelle que soit la taille de l'entreprise, dans tous les cas. Alors Laura, concrètement, qu'est-ce que doit faire une entreprise pour réduire cette fameuse empreinte carbone? Alors d'abord, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne mesure pas. Donc évidemment, la première étape, c'est de mesurer. Et donc réaliser un bilan carbone, ça permet d'identifier précisément les principales sources d'émissions. Ensuite, il s'agit de définir un plan d'action priorisé, donc agir sur l'énergie, les déplacements, les achats, la chaîne d'approvisionnement avec des objectifs qui soient mesurables dans le temps. D'accord, donc c'est pas juste analyser sa facture d'électricité. Non, évidemment, ça serait trop facile. Donc non, le bilan carbone, ça consiste à analyser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc prendre en compte les émissions directes, ce qu'on appelle le scope 1, comme le chauffage, les véhicules ou les émissions indirectes liées à l'énergie. Et dans ce cas-là, c'est le scope 2. Et notamment l'électricité que vous achetez, ça c'est le scope 2. Et puis le scope plus large qui inclut notamment les achats de matières premières, les déplacements professionnels ou encore la fin de vie des produits. Comment les banques elles peuvent accompagner les entreprises dans la réalisation de leur bilan carbone? Parce que c'est pas leur métier. Non, évidemment, c'est pas leur métier et heureusement, c'est pas ce qu'on leur demande au quotidien. Donc c'est vrai que beaucoup de dirigeants n'ont ni le temps ni effectivement l'expertise technique pour mener ces démarches seuls. Donc notre rôle, c'est de les accompagner globalement, les orienter surtout vers les bons partenaires, faciliter l'accès aux expertises et soutenir les investissements donc, qui sont nécessaires à la transition. Alors on vous écoute du coup Laura. Qui sont-ils ces partenaires? Alors, on a différents partenaires avec qui on travaille évidemment. Donc, pour le diagnostic, nous mettons en relation les entreprises avec des cabinets spécialisés, également des plateformes digitales, ça dépend un peu du besoin de l'entreprise précisément. Et puis, donc, ces entreprises et ces plateformes, elles simplifient la collecte et l'analyse des données carbone. Donc, une fois ce bilan réalisé, les partenaires accompagnent la mise en œuvre d'un plan d'action concret, donc dédié à l'entreprise. Ça peut être de la rénovation énergétique, l'évolution des mobilités, l'optimisation des process ou l'installation de solutions comme le photovoltaïque par exemple. Alors j'imagine que là où le Crédit Agricole Sud Méditerranée rentre en jeu, c'est justement lors de la phase financement. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, la transition bas carbone implique évidemment souvent des investissements importants, c'est certain. Oui. Donc, nous, on propose des solutions de financement spécifiques pour soutenir les investissements de transition avec des conditions adaptées. Donc, notre rôle de partenaire, c'est d'être à leur côté afin de sécuriser ces projets et faire en sorte que cette transition soit aussi une réussite économique pour l'entreprise. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot, un dernier conseil? Oui, je dirais, ne voyez pas le bilan carbone comme une contrainte supplémentaire. C'est un outil de pilotage et une opportunité d'anticiper les évolutions de marché. Donc, si vous souhaitez faire un point sur ces sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller puisque les banques sont là aussi pour vous accompagner sur ces sujets et les entreprises qui s'engagent dès maintenant prennent une longueur d'avance. Très bien, Laura Carrère. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être passée dans l'émission. Merci à vous. C'était Mon Territoire J'y Crois, l'émission du journal indépendant réalisée en partenariat avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée. Merci à tous nos experts qui sont passés pour cette 3e émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et toutes nos plateformes de streaming. Merci beaucoup.